J'ai passé du temps seul à l'hôpital à cause d'une hémorragie interne et mon mari m'a à peine rendu visite. Il m'a fait rentrer chez moi en Uber parce qu'il jouait au football, puis m'a demandé pourquoi je n'avais pas fait la lessive. Je suis une femme de 41 ans et je n'aurais jamais pensé écrire cela ici, mais après la semaine que j'ai vécue, j'ai besoin d'un point de vue extérieur. Récemment, j'ai passé 5 jours à l'hôpital pour ce qui s'est avéré être une urgence médicale grave, et j'essaie encore de comprendre comment mon mari, 45 ans, avec qui je suis marié depuis 16 ans, a géré la situation. Cela me ronge, et je n'ai personne d'autre à qui en parler. Nous sommes une famille de 4 personnes, moi, mon fils, ma fille et mon mari. Mardi dernier, la journée a commencé comme d'habitude. Je me suis réveillé avec une douleur aiguë dans le côté droit. C'était si intense que j'ai dû m'asseoir sur le bord du lit pendant quelques minutes avant de pouvoir me lever. J'ai essayé d'ignorer la douleur, j'ai pris 2 Advil, j'ai préparé le déjeuner de mon fils et je suis allé travailler car j'avais une importante présentation à faire pour laquelle je me préparais depuis des semaines. Mon mari dormait encore quand je suis parti car il travaille l'après-midi. Notre fille appelée était partie pour un voyage universitaire de 2 semaines avec un accès limité au téléphone. Donc nous étions seulement 3 à la maison pendant toute cette épreuve. Je ne lui ai même pas dit ce qui s'était passé avant son retour, car elle ne pouvait rien faire à des milliers de kilomètres de distance et je ne voulais pas gâcher son voyage. Vers midi, la douleur était devenue si intense que je ne pouvais même plus me concentrer sur mon écran d'ordinateur. Je me disais que ça passerait, mais j'ai eu un étourdissement en plein milieu d'une réunion et j'ai dû m'excuser. Ma collègue Jenny m'a trouvé recroquevillé dans les toilettes en sueur. Elle m'a tout de suite proposé de m'emmener aux urgences. Même si nous avions une échéance importante l'après-midi, je lui disais que j'avais juste besoin d'1 minute, mais elle m'a pratiquement traîné jusqu'à sa voiture. Le médecin des urgences m'a regardé et a appelé une ambulance pour l'hôpital. Cela m'a terrifié. Ma tension artérielle était de 82/45, ce qui apparemment est dangereusement bas. Je me souviens que le médecin a dit quelque chose à propos d'une possible hémorragie interne aux ambulanciers. Ils ne m'ont même pas laissé marcher jusqu'à l'ambulance. À l'hôpital, ils m'ont branché à des machines, ont prélevé des litres de sang et m'ont emmené pour un scanner. C'est là qu'ils ont découvert une hémorragie interne importante dans mon abdomen causée par un vaisseau sanguin rompu près du foie. Le médecin des urgences a dit qu'il devait me surveiller de près et qu'une intervention chirurgicale d'urgence pourrait être nécessaire si le saignement ne s'arrêtait pas de lui-même. J'ai appelé mon mari depuis mon lit aux urgences vers 14h30 C'est 14h30. Notre fils devait être récupéré à l'école à 15h15. Quand je lui ai expliqué ce qui se passait, il y a eu un long silence au téléphone, comme s'il était agacé par le dérangement. Il a finalement dit qu'il irait chercher notre fils de 8 ans à l'école et qu'il verrait ce qu'il pourrait faire. Pas un « ça va » ou « j'arrive tout de suite ». J'ai passé les 6 heures suivantes seul aux urgences à me faire piquer avec des aiguilles toutes les heures, à passer des examens supplémentaires et à parler à divers médecins qui avaient chacun des théories différentes sur ce qui m'arrivait. Un chirurgien vasculaire est venu expliquer les risques d'une intervention par rapport à une surveillance attentive. Un hématologue voulait faire des tests pour des troubles de la coagulation. Un oncologue a été appelé parce qu'il craignait pesant la présence de masse. Personne ne pouvait déterminer la cause du saignement, ce qui était encore plus terrifiant. À 20h, je n'avais toujours pas vu ou entendu mon mari depuis cet appel initial. Mon téléphone était presque à plat, alors je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il venait à l'hôpital. Il a répondu que notre fils avait des devoirs et qu'il devait préparer le dîner. Alors il essaierait de venir s'il avait le temps. Il n'est pas venu cette nuit-là. J'ai été transféré dans une chambre d'hôpital vers 23h. Toujours seul, vêtu seulement d'une mince chemise d'hôpital, avec mon derrière à l'air pendant que l'équipe de transport me poussait dans les couloirs froids. Cette première nuit a été la pire. Toutes les heures, quelqu'un entrait pour vérifier mes constantes et prélever du sang. Les infirmières me demandaient si quelqu'un allait venir rester avec moi. Chaque fois que je disais que mon mari viendrait peut-être le lendemain, elles me lançaient un regard entre la pitié et l'inquiétude. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon père, mort d'un anévrisme quand j'avais 19 ans. Il est passé de parfaitement bien à mort en 48 heures. Je me demandais si la même chose m'arrivait. Le lendemain, mon mari est finalement arrivé vers 14h, avec des vêtements de rechange et mon chargeur de téléphone. Il n'avait pas apporté ma brosse à dents ni mon déodorant, bien que je les ai spécifiquement demandés. Il est resté exactement 22 minutes, je l'ai chronométré sur l'horloge de la chambre, avant de dire qu'il devait retourner au travail.
Il a manqué la rencontre avec le spécialiste vasculaire qui est venu 10 minutes après son départ pour discuter de mon plan de traitement et des causes possibles du saignement. Ce médecin a ordonné d'autres tests et a mentionné la possibilité d'une maladie génétique rare. Ce soir-là, ma belle-mère a appelé ma chambre d'hôpital. Elle a dit qu'elle venait tout juste d'apprendre que j'étais à l'hôpital par ma belle-sœur, qui avait vu mon post sur Facebook demandant des pensées positives. Ma belle-mère était contrariée que mon mari ne lui ait rien dit, et s'est immédiatement proposé de garder notre fils pour qu'il puisse rester avec moi. Je l'ai remercié, mais j'ai dit que je demanderais à mon mari de l'appeler. Il ne l'a jamais fait. Pendant les 4 jours suivants à l'hôpital, mon mari est venu me voir 2 fois de plus. Chaque visite a duré moins de 30 minutes. La première fois, il a amené notre fils qui m'a fait un câlin rapide avant de s'asseoir et de jouer sur sa tablette pendant tout le temps. Je comprends que les hôpitaux sont ennuyeux pour les enfants, mais mon mari n'a fait aucun effort pour l'impliquer ou l'aider à interagir avec moi. Lors de sa dernière visite, le médecin traitant est venu discuter de mon cas. Au lieu d'écouter ou de poser des questions sur mon état, mon mari n'arrêtait pas d'interrompre le médecin pour se plaindre des frais de stationnement de l'hôpital. 8 € par jour, ce qui, oui, est agaçant, et du montant que l'assurance devait payer pour ma chambre. Le médecin avait l'air très mal à l'aise. Après son départ, mon mari a dit « Au moins nous avons atteint notre franchise annuelle, c'est tout ». C'était tout le soutien qu'il m'a apporté pendant que les médecins me disaient que j'aurais pu mourir si j'avais attendu plus longtemps pour chercher un traitement. Ce qui me dérange le plus, c'est que nous avons beaucoup de soutien familial. Ma belle-mère est à la retraite, habite à 15 minutes et s'est proposée à plusieurs reprises pour garder notre fils. Ma sœur a aussi proposé son aide, ainsi que 2 de nos voisins. Mon mari a simplement choisi de ne pas organiser de garde d'enfants qui lui aurait permis de rester avec moi. Il ne m'a même pas apporté de vrais repas, même si la cafétéria de l'hôpital était juste en bas, et il sait que je déteste la nourriture de l'hôpital. Chaque nuit, je restais là, seul, à regarder les autres patients avec des membres de leur famille qui passaient point la nuit, leur apportaient de la nourriture, défendaient en leurs intérêts auprès des infirmières ou leur tenaient simplement la main pendant des procédures effrayantes. La femme dans le lit à côté du mien avait son mari constamment à ses côtés. Il a dormi dans ce fauteuil inconfortable pendant 3 nuits d'affilée. Ils avaient sans plus de 70 ans et il ne l'a jamais quitté. Quand un médecin a mentionné la possibilité d'un cancer comme explication à l'hémorragie inexpliquée, je n'avais personne à mes côtés pour m'aider à digérer cette information. J'ai juste hoché la tête et dit que je comprenais le plan pour des tests supplémentaires, puis j'ai passé la nuit à regarder le plafond, imaginant le pire. Samedi, le saignement s'est arrêté de lui-même et mes taux sanguins s'amélioraient lentement. Ils ont prévu ma sortie pour dimanche. J'ai envoyé un message à mon mari samedi soir pour lui dire que je rentrerai à la maison vers midi le lendemain et que j'aurais besoin d'un retour. Dimanche matin, alors que j'attendais les papiers de sortie, il m'a envoyé un message disant qu'il était au milieu d'un match de football avec des amis au parc. Ce serait plus simple si tu prenais un Uber. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé un Uber alors que je pouvais à peine marcher, portant un sac en plastique avec mes affaires. Quand je suis arrivé à la maison, c'était un désastre. Des assiettes empilées dans l'évier depuis des jours, le linge débordait du panier, des boîtes de pizza sur le comptoir, des canettes de soda vides partout. Et au milieu de tout ça, mon mari et mon fils jouaient à des jeux vidéo sur le canapé. Aucun des deux ne s'est arrêté de jouer quand je suis entré. Je suis resté là pendant 1 minute entière, toujours avec mon bracelet d'hôpital, tenant mon petit sac d'affaires, et aucun des deux n'a même levé les yeux. Finalement, je suis allé dans la chambre, j'ai pris une douche pour enlever 5 jours de sueur d'hôpital, puis je suis allé dans la cuisine pour me faire un sandwich, parce que je mourrais de faim. Pendant que j'étais là, j'ai commencé à nettoyer un peu, malgré les ordres du médecin de me reposer et d'éviter tout effort pendant 2 semaines. Mon mari est entré, a pris une bière dans le frigo et est sorti sans un mot. Voici ce que je ne comprends pas. Quand mon mari a eu des calculs rénaux il y a 3 ans, j'ai pris 1 semaine de congé, je suis resté à l'hôpital pendant la nuit dans ce même fauteuil inconfortable et j'ai tout géré à la maison. J'ai organisé des rendez-vous pour notre fils, j'ai tenu la maison et je suis venu tous les jours avec des repas faits maison et des vêtements propres. Quand son père a été hospitalisé l'année dernière pour des problèmes cardiaques, j'ai tout géré seul pendant 2 semaines pour qu'il puisse être au chevet de son père. J'ai conduit notre fils à l'école, géré toutes ses activités, cuisiné, nettoyé et tout fait pour que mon mari puisse se concentrer entièrement sur son père. Je n'ai jamais rien dit parce que c'est ce que font les partenaires. Nous avons renouvelé nos vœux pour notre 15e anniversaire de mariage l'année dernière, devant 50 amis et membres de la famille. Il était là, les larmes aux yeux, promettant publiquement de rester à mes côtés dans la santé et la maladie,
pour le meilleur et pour le pire. Je l'ai cru. Mais au premier vrai test de cette promesse, il m'a laissé seul quand j'étais la plus vulnérable. Je ne l'ai pas encore confronté directement à ce sujet parce que je suis encore en convalescence et que je n'ai pas l'énergie pour ce qui deviendra inévitablement une dispute. Il agit comme si tout était complètement normal. Ce matin, il m'a demandé pourquoi je n'avais pas encore fait la lessive. Quand je lui ai rappelé que le médecin avait dit de ne pas soulever plus de 2 kilos, il a juste haussé les épaules et dit « Le panier à linge ne pèse pas 2 kilos vides. » Ma mère est morte d'un cancer, alors les hôpitaux me terrifient déjà. J'ai passé mon adolescence à la regarder dépérir dans une chambre d'hôpital et l'odeur du désinfectant me donne encore des crises de panique parfois. Puis, quelques années plus tard, mon père est mort subitement d'un anévrisme. Mon mari sait tout cela, il connaît mon anxiété médicale. Il était avec moi pendant une fausse couche en 2012 où je me suis complètement effondré et où j'ai eu besoin d'une thérapie par la suite. Faire face à cette expérience récente sans aucun soutien de la personne qui a promis d'être là pour moi m'a fait remettre en question toute notre relation. Est-ce que ça a toujours été aussi déséquilibré et je ne l'ai jamais remarqué, ou quelque chose a-t-il changé et je l'ai manqué ? Est-ce que j'ai tort de m'attendre à ce que mon mari reste avec moi pendant une urgence médicale mettant ma vie en danger, ou est-ce que je surréagis à ce qu'il pourrait considérer comme une gestion pratique du temps ? J'essaie encore de voir les choses de son point de vue. Peut-être qu'il pensait bien faire en maintenant la routine de notre fils, ou peut-être qu'il croyait vraiment que j'allais bien toute seule, mais je ne peux pas m'empêcher de sentir que j'ai soudainement vu notre relation clairement pour la première fois, et ce n'est pas du tout ce que je pensais que c'était. Édition. Waouh, je ne m'attendais pas à autant de réponses. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de commenter. J'essaie de répondre quand je peux, mais je ne suis toujours pas à 100%. Pour répondre à quelques questions courantes, 1. Ma belle-mère a spécifiquement envoyé un message à mon mari pour lui proposer de garder notre fils afin qu'il puisse rester avec moi. J'ai vu les messages sur son téléphone. Il n'a jamais accepté l'offre ou même répondu. 2. Je ne lui ai pas explicitement demandé de rester plus longtemps parce que, quand j'ai demandé du soutien dans le passé, il a clairement fait comprendre que c'était une corvée. La dernière fois que j'ai eu un problème médical, une grippe sévère, il s'est plaint de devoir tout faire pendant que j'étais malade. 3. Non, je ne lui ai jamais donné de raison de penser que j'irais bien toute seule dans des situations médicales. En fait, c'est le contraire. Il connaît mon anxiété à l'hôpital. Il m'a déjà vu avoir des crises de panique dans des contextes médicaux. 4. Mon médecin a dit que je ne devais pas soulever plus de 2 kilos ou faire des tâches ménagères pendant au moins 2 semaines, pendant ma convalescence. Le saignement pourrait recommencer avec un effort. 5. Les médecins ne savent toujours pas ce qui a causé le saignement et j'ai des rendez-vous de suivi avec un hématologue et un spécialiste vasculaire la semaine prochaine. 6. Pour ceux qui demandent comment il se comporte dans d'autres aspects de notre relation, oui, il y a eu d'autres occasions où je me suis senti sans soutien, mais rien d'aussi extrême. Il est généralement un père impliqué et contribue aux dépenses du ménage, mais le soutien émotionnel a toujours été minimal. Elam ? Non, il n'a pas d'anxiété liée aux hôpitaux ou aux situations médicales. Son père a été hospitalisé plusieurs fois l'année dernière et il n'a eu aucun problème à rester là pendant des heures. Mise à jour, cela fait presque 4 semaines depuis mon séjour à l'hôpital et je voulais donner des nouvelles à tous ceux qui ont commenté et m'ont envoyé des messages. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre. J'ai été complètement submergé par le nombre de commentaires et de soutien. J'ai lu chacun d'eux, même si je n'ai pas pu répondre à tous, je ne m'attendais pas à ce que mon post explose comme ça. Mais honnêtement, je pensais que quelques personnes me diraient tellement que j'exagérais, et puis j'essaierais de passer à autre chose. Au lieu de cela, les réponses m'ont fait réaliser que ce qui s'est passé n'était ni normal ni acceptable, et que je n'étais pas folle de me sentir blessée et abandonnée. J'ai finalement parlé à mon mari de ce que j'ai ressenti pendant mon hospitalisation. Je repoussais cette conversation parce que je redoutais la confrontation, mais elle a eu lieu la semaine dernière, alors que nous discutions de la chirurgie dentaire de notre fils pour enlever une dent incluse. J'ai mentionné que je devrais prendre un jour de congé pour son intervention, et mon mari a immédiatement demandé pourquoi j'avais besoin d'être là. « C'est juste une extraction dentaire, pas une grosse chirurgie », a-t-il dit. Le dentiste sait ce qu'il fait. Tu serais juste assise dans la salle d'attente à perdre ton temps. Ce commentaire a été comme une étincelle dans un baril de poudre, après tout ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'être là pour sa famille pendant des procédures médicales, c'est ce que font les partenaires et les parents.
et j'ai souligné l'ironie douloureuse de lui qui remet en question pourquoi je voudrais soutenir notre fils pendant une intervention alors qu'il n'a pas pris la peine de me soutenir pendant une urgence mettant ma vie en danger. Je suis devenu extrêmement en colère et je lui ai tout dit. Comment j'ai passé 5 jours pratiquement seul, comment j'ai dû digérer des informations médicales effrayantes sans soutien, comment j'ai dû rentrer chez moi en Uber parce qu'il jouait au football avec ses amis. Je lui ai dit que rester allongé dans un lit d'hôpital pendant que les médecins discutaient d'hémorragie interne et de cancer possible a été l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. Et son absence en disait long sur le peu de valeur qu'il m'accorde. Sa réponse m'a choqué, même si peut-être que ça n'aurait pas dû. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse là-bas ? Rester assis à te regarder pendant des heures ? Tu étais entre de bonnes mains. J'avais du travail et notre fils à gérer. J'ai essayé d'expliquer que le soutien émotionnel, ce n'est pas faire quelque chose de tangible. C'est être présent, avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un pour te tenir la main pendant des procédures douloureuses et avoir un défenseur quand tu es trop sous médicaments ou trop effrayé pour penser clairement. J'ai aussi souligné que si des décisions concernant une chirurgie d'urgence avaient été nécessaires, ce qui était une possibilité réelle, il n'aurait pas été là pour les prendre. Il a littéralement ricané. Il a fait un bruit de dédain et a roulé des yeux. « Tu exagères toujours », a-t-il dit. « Rien de grave n'est arrivé, alors quel est le problème ? Tu fais toujours une montagne d'une taupinière. » Quand j'ai souligné qu'il n'avait même pas organisé de garde d'enfants malgré les multiples offres de la famille, il a dit « Notre fils avait besoin de normalité, pas d'être ballotté de maison en maison. J'étais un bon père. » Je lui ai demandé comment il se serait senti si la situation avait été inversée, s'il avait été hospitalisé avec une condition mettant sa vie en danger et que je n'étais presque pas venu le voir, puis lui avais demandé de rentrer en Uber. Il a juste haussé les épaules et dit « Je ne t'aurais pas demandé de tout laisser tomber, je ne suis pas dépendant. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous avions des valeurs complètement différentes. Ce n'était pas seulement qu'il avait échoué à me soutenir, c'est qu'il ne croit tout simplement pas que le soutien pendant une crise médicale soit nécessaire ou important. Pour lui, dans la santé et la maladie signifie apparemment « je paierai une partie des factures médicales et viendrai peut-être de temps en temps si je n'ai rien de mieux à faire ». Quand j'ai suggéré que cet incident m'inquiétait pour la façon dont il gérerait de futures crises de santé, surtout compte tenu de mes antécédents familiaux d'anévrisme et de cancer, il est sorti de la pièce et a claqué la porte comme un adolescent en crise. Pendant les jours suivants, il m'a à peine parlé, sauf pour demander où étaient pour les choses ou quand le dîner serait prêt. Quand j'ai essayé de reprendre la conversation environ une semaine plus tard, il l'a immédiatement coupée, disant qu'il en avait assez parlé de l'histoire ancienne et que je devais arrêter de ressasser le passé. Toute cette expérience m'a forcé à réfléchir au schéma de notre relation au cours des 16 dernières années. J'ai commencé à remarquer que ce n'était pas un comportement isolé, mais plutôt un schéma constant que j'avais ignoré ou excusé. Quand notre fille s'est cassé le bras pendant un match de football il y a 2 ans, il l'a déposée aux urgences et est retourné au travail, me laissant tout gérer malgré mon emploi du temps chargé. Quand j'ai fait une fausse couche entre nos enfants, il est allé jouer au golf le lendemain parce que rester à la maison ne changerait rien. L'incident à l'hôpital n'était pas une anomalie. C'était tellement extrême que je ne pouvais plus l'ignorer ou le justifier. Cela m'a forcé à voir notre relation clairement pour la première fois. Ma convalescence a été plus lente que prévu. Le rendez-vous de suivi avec le spécialiste vasculaire a révélé que j'avais une condition relativement rare appelée anévrisme de l'artère hépatique, qui s'était rompue et avait causé le saignement. C'est quelque chose que je devrais surveiller toute ma vie avec des examens réguliers, et j'ai 15 à 20% de chances de développer un autre anévrisme ailleurs. Quand j'ai partagé ce diagnostic avec mon mari, il a levé les yeux de son téléphone pendant environ 3 secondes et a dit « Au moins l'assurance a couvert la plupart des frais ». Puis il est retourné à son écran. Aucune question sur ce que cela signifiait pour ma santé future. Aucune inquiétude concernant les risques continus. Rien. J'ai réalisé que je me suis menti à moi-même sur le type de partenariat que nous avons. Pour des raisons pratiques, le divorce n'est pas une option pour le moment. Mon travail dans l'administration de la santé ne paie pas assez pour que je puisse subvenir à mes besoins et à ceux de mes 2 enfants dans notre région coûteuse, surtout avec mes frais médicaux continus. Mon fils s'épanouit dans son école actuelle, et déménager signifierait l'arracher à tout son système de soutien composé d'enseignants et de spécialistes. Ma fille est en 2e année à l'université locale et vit encore à la maison. Avec les coûts actuels du logement, elle ne peut pas se permettre de déménager, et je ne veux pas perturber ses études.
Mon mari gagne presque 3 fois plus que moi. Et la réalité, c'est que je suis financièrement coincé pour l'instant. Alors, j'ai fait quelques changements pratiques. Premièrement, j'ai mis à jour ma procuration médicale pour désigner ma sœur plutôt que mon mari. Deuxièmement, j'ai commencé à mettre de petites sommes de chaque paie sur un compte séparé qu'il ne connaît pas. J'ai aussi commencé une thérapie en secret en utilisant le programme d'aide aux employés pour que cela n'apparaisse pas sur notre assurance. La thérapeute m'a aidé à voir comment j'excusais son comportement depuis des années et minimiser mes propres besoins. Une chose que plusieurs commentaires ont suggéré était de demander à mon mari de faire une thérapie de couple. Je lui en ai parlé et sa réponse était prévisible. Nous n'avons pas besoin d'un étranger pour nous dire comment gérer notre mariage. C'est pour les gens qui ont de vrais problèmes. Quand j'ai souligné que je pensais que nous avions de vrais problèmes, il a dit que je créais du drame et est sorti de la pièce. Pour l'instant, je considère notre relation comme un arrangement de coparentalité avec un logement partagé plutôt qu'un partenariat. Je me concentre sur ma santé, mes enfants, et je suis cordiale mais distante avec mon mari. Je n'attends plus de soutien émotionnel de sa part. Je prévois un avenir où je pourrai subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants de manière indépendante, même si cela prend plusieurs années. Le résultat le plus inattendu de tout cela a été ma relation avec ma belle-mère. Après avoir lu de nombreux commentaires suggérant que je lui parle, je me suis enfin ouverte à elle sur ce qui s'est passé. À ma grande surprise, elle n'était pas choquée. Apparemment, le père de mon mari était exactement comme ça, émotionnellement indisponible et méprisant envers ses besoins pendant tout leur mariage. Elle m'a dit qu'elle était restée pour des raisons financières jusqu'à ce que mon mari obtienne son diplôme universitaire, puis elle a divorcé de son père. Elle a dit que voir ma situation, c'était comme revivre son propre mariage, et elle s'est excusée de ne pas avoir parlé plus tôt. Elle m'a même proposé de me prêter de l'argent si je décidais de partir, même si je ne suis pas prête à franchir ce pas. Le week-end dernier, c'était le 20e anniversaire de notre fille. J'ai organisé une petite fête à la maison, et pendant la soirée, ma belle-mère m'a prise à part et m'a chuchoté « Tu mérites mieux que ça. Ne perds pas autant d'années que moi à attendre qu'il change. » Venant d'elle, ça m'a beaucoup touché. C'est étrange de vivre dans ce limbe techniquement marié, mais émotionnellement divorcé, partageant une maison avec quelqu'un qui ressemble plus à un colocataire qu'à un partenaire. Ce n'est pas ce que je voulais ou attendais après 16 ans de mariage et avoir construit une famille ensemble. Mais prétendre que tout va bien exigerait un niveau d'auto-illusion dont je ne suis plus capable. Pour ceux qui ont demandé des nouvelles de ma convalescence médicale, je vais mieux physiquement. Les ecchymoses ont finalement disparu et je suis de retour au travail à temps plein, même si je me fatigue encore facilement. J'ai un autre rendez-vous de suivi le mois prochain et j'ai déjà prévu que ma sœur m'accompagne au lieu de demander à mon mari. Merci encore à tous ceux qui ont pris le temps de commenter mon post original. Beaucoup d'entre vous ont partagé des expériences similaires ou ont offert des conseils qui m'ont aidé à voir ma situation plus clairement. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de validation pour comprendre qu'attendre un soutien de base pendant une crise médicale n'était pas déraisonnable. Parfois, il faut des étrangers sur Internet pour souligner ce qui devrait être évident que, dans la santé et la maladie, ne devrait pas venir avec un astérisque et une liste d'exceptions.